Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 1er septembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Campagne électorale provinciale dans Portneuf, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec ont choisi leurs candidats en vue des élections du 3 octobre. Nous recevons aujourd'hui le candidat libéral Patrick Hayes et le député sortant de la Coalition Avenir Québec de Saint-Raymond, Vincent Caron. Les travaux de dragage et d'installation des blocs de granit dans la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond vont bon train. Une trentaine d'enfants de moins de 5 ans bénéficient d'un service de garde éducatif en communauté à Saint-Raymond et à Pont-Rouge. Et Charles nous fera part de ses rencontres politiques dans le contexte électoral provincial. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Campagne électorale dans Portneuf depuis le déclenchement des élections dimanche dernier, le 28 août, pour un scrutin le lundi 3 octobre. Les affiches électorales des principaux candidats s'installent progressivement sur les principales rues et routes du comté de Portneuf et aussi ailleurs. Les affiches doivent être fabriquées et installées selon les normes et exigences prévues par la loi électorale. Aucune disposition des lois électorales québécoises n'empêche un parti ou une personne candidate d'afficher ses pancartes dans une ou l'autre circonscription, une autre ville ou un autre district que l'endroit où se tient l'élection. Ces pancartes doivent cependant respecter les exigences prévues. Le premier ministre sortant et chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, était à Saint-Raymond ce midi pour une traditionnelle visite au casse-croûte chez Tiwi en pleine campagne électorale. M. Legault était accompagné du député sortant, Vincent Caron. Après le comté de Portneuf et Saint-Raymond, M. Legault était attendu dans la circonscription de Vanier-les-Rivières, suivi d'un cocktail militant dans Charlesbourg. Le Parti québécois et le Parti libéral ont choisi leurs candidats en vue des élections du 3 octobre. Les personnes intéressées ont jusqu'au 17 septembre pour déposer leur acte de candidature. Le Parti québécois a choisi un citoyen de Neuville depuis 2011, Alexandre McCabe. Originaire de Sainte-Béatrix, un petit village de l'Anaudière, Alexandre McCabe est père de 3 enfants de 7, 13 et 16 ans qui fréquentent l'école Courval de Neuville et l'école secondaire de Donnacona. Diplômé en lettres, il enseigne la littérature au campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il a écrit 2 romans intitulés « Chez la Reine » et « Une vie neuve ». Alexandre McCabe a été choisi suite au départ de la candidate Priscilla Corbeil dans Portneuf pour devenir candidate dans Charlesbourg. Il sera en studio avec nous le jeudi 8 septembre prochain.
Quant au Parti libéral du Québec, le choix s'est tourné vers un étudiant de l'Université Laval, Patrick Hayes, un résident de Sainte-Foy et étudiant au baccalauréat en études internationales et langues modernes. Il détient également une formation de base en droit civil et en géographie. Patrick Hayes s'implique en politique active depuis 2014, notamment à titre de stagiaire au niveau fédéral. On s'est entretenu avec lui il y a à peine une heure via l'ordinateur. Écoutons l'entrevue. Alors, bonsoir, Patrick. Bonsoir. Patrick, vous avez décidé de vous lancer en politique à votre âge. C'est quand même jeune, c'est une bonne intention. Pourquoi, justement, la politique dans votre vie actuellement comme étudiant? Mais en fait, je m'intéresse à la politique, comme vous l'avez dit, depuis assez longtemps. Je m'implique depuis au moins 2014. Puis en fait, c'est pas la première fois que je me présente comme candidat. Je me suis présenté en 2018 dans la Pinière en tant qu'indépendant. Okay. Donc, ce serait la première fois avec un parti politique, en fait. OK. Et justement, comment vous avez apprécié votre expérience en 2018? C'est intéressant. C'était assez difficile, étant tout seul, avec pas tant d'équipe. C'était moi, ma famille et mes amis, mais j'ai vraiment apprécié et j'ai appris beaucoup sur le processus. Puis j'imagine que ça va me servir aussi cette fois-ci. OK. Et justement, pourquoi le Parti libéral pour vous? En fait, de base, moi, je ne suis pas quelqu'un de super partisan. Donc, sur le niveau, moi, je me suis plus impliqué au niveau fédéral. Au niveau provincial, j'ai jamais vraiment eu de parti, mais le Parti libéral a toujours été plus proche de mes valeurs en tant que fédéraliste et progressiste aussi. Donc, moi, je m'attache quand même pas mal aux valeurs libérales et j'apprécie la direction dans laquelle Dominique Anglade tente d'amener le parti. Et justement, quelles valeurs vous touchent davantage du Parti libéral? Moi, c'est plutôt la justice sociale, la protection de l'environnement et de la lutte au changement climatique, puis le développement économique qui m'attache plus parmi les 9 valeurs libérales. OK. Et pourquoi vous présentez dans Portneuf? Bien, moi, en fait, j'ai grandi à Brossard, mais je me suis établi à Québec en 2018. Donc, j'habite dans la grande région de Québec depuis 4 ans. Puis, c'est ça, j'ai toujours un désir de me présenter en politique et de représenter les gens. Et l'opportunité s'est présentée à moi pour représenter Portneuf. Donc, je m'y connais pas tant sur la région, mais je me familiarise et j'ai un désir de représenter la population et porter leur voix à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que c'était une décision difficile de vous présenter en politique cette année? Bien, compte tenu du contexte des dernières années de pandémie, un peu, ça a été difficile de vivre les dernières années, particulièrement avec le travail et les études. J'ai douté quelquefois de ma motivation, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment un grand désir de servir les concitoyens et travailler pour faire avancer les dossiers. Oui. Et justement, vous avez parlé de justice sociale, ça c'est une valeur importante, mais comment vous voyez cette justice sociale-là davantage pour le meilleur? Comment vous voyez ça? Et moi, je vois ça plus du point de vue d'aider les plus démunis. Okay. Et la classe moyenne, je veux assurer une certaine égalité socio-économique. Donc, je le vois plus de ce point de vue-là. Et justement, sur le plan économique, actuellement, bon, on voit une inflation quand même importante. Comment vous voyez justement des solutions pour être en mesure, aux plus démunis, d'être capable de sortir justement de cette impasse-là? Mais en fait, il y a plusieurs mesures que la partie présente, dont un congé de la taxe de vente sur les produits essentiels. On parle aussi d'une réduction des impôts qui, en moyenne, je pense, devrait s'élever à 1 125 $ par année, par ménage. Donc, il y a plusieurs mesures, petites mesures comme ça aussi, comme, par exemple, le doublement de l'exemption de base pour les aînés aussi, qui pourrait aider. On parle aussi d'une gratuité du transport en commun pour les étudiants et pour les aînés. Je pense que c'est des petites mesures qui pourraient aider les gens à rejoindre les bouts. Mm-hmm. Est-ce que vous parlez, justement, vous rencontrez des gens de votre âge, des étudiants, et comment est le climat? Est-ce que les gens s'intéressent, les étudiants s'intéressent à la politique provinciale, à l'élection actuelle, la campagne électorale? Avez-vous l'impression que les gens s'intéressent?
Mais je pense compte tenu des crises qu'on vit en ce moment, particulièrement liées au changement climatique, avec la pandémie, avec les troubles économiques qu'on vit en ce moment et qui s'en viennent aussi, les gens n'ont pas vraiment le choix de s'intéresser, même s'ils n'ont peut-être pas même s'il y a un manque de motivation depuis quelques années, je pense que les gens veulent voir du changement et c'est comme ça qu'ils s'intéressent. Oui. Et vous croyez que le Parti libéral offre justement le changement nécessaire pour un monde meilleur? Oui, justement, j'ai lu presque toute la plateforme et je vois beaucoup de bonnes solutions, tant sur le plan économique qu'environnemental. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Quel est là, vous annoncez officiellement aujourd'hui, en fait, ou hier, votre candidature dans Portneuf. Quel plan de match vous allez déployer justement pour essayer d'aller chercher le plus de votes possible dans Portneuf? Donc là, je viens tout juste de rencontrer ce matin virtuellement le président de l'association locale. Donc bientôt, on va établir un plan de match. On va essayer d'aller sur le terrain, peut-être et certainement rencontrer du monde à leur domicile, sur la place publique, mais peut-être aussi rencontrer des élus, voir c'est quoi leurs priorités, les enjeux qui touchent leur municipalité. Donc, on va tâter le terrain dans les prochains jours, les prochaines semaines. OK. Actuellement, selon vos connaissances du comté de Portneuf, quels seraient les enjeux importants selon vous actuellement, selon votre connaissance? Je pense que les gens de Portneuf ont en quelque sorte les mêmes enjeux que le reste de la province sur le plan en particulier de la santé, de l'éducation. Les gens veulent que le système de santé, que le système d'éducation soit bien financé, que ça soit amélioré. Ils veulent accès à un médecin de famille. Ils veulent qu'on combatte l'inflation, qu'on puisse les aider à rejoindre les bouts. Mais plus particulier à Portneuf, je pense qu'il y a peut-être un désir d'investissement, par exemple, en transport en commun. J'ai remarqué que c'est pratiquement inexistant à Portneuf. Il y a une navette 2 fois par jour qui fait un va-et-vient entre le centre-ville et la région. Et justement, le Parti libéral propose de bonifier le financement en transport en commun, en particulier pour les régions. Donc, je pense que ça pourrait intéresser les gens de Portneuf. OK. Sur le plan agricole, est-ce que vous êtes intéressé un peu aux enjeux agricoles, protection des terres et tout? Est-ce que comment vous voyez ce secteur-là? Oui, certainement. Je pense qu'on peut venir en aide par le financement afin que les agriculteurs puissent acquérir, par exemple, des nouveaux équipements, que les agriculteurs puissent adopter des méthodes plus écologiques. On peut financer ces mesures-là. On peut aussi venir en aide aux agriculteurs qui font face à une pénurie de main-d'œuvre, justement. Et aussi, on peut venir. OK. J'ai envie de demander si vous aviez un projet de loi à présenter, ça serait quoi? Ça serait dans quel secteur? Ça, j'y ai pas trop pensé, je vais l'admettre, mais okay. Moi, ça serait plus, c'est ça, sur le plan agricole, sur le plan du transport en commun aussi. Je pense que c'est à développer. Puis justement aussi, ça sur le plan agricole, pour revenir là-dessus, c'est ça que je voulais dire. Portneuf, c'est quand même une région qui est en développement, on le voit. On voit ça dans plusieurs régions aussi. Donc, il faut protéger les terres agricoles, prévenir l'étalement urbain un peu pour protéger ces terres agricoles-là aussi. Oui. Alors, ça serait pas mal, en tout cas, le secteur qui vous intéresserait davantage. C'est ça, dans l'aménagement du territoire, en fait, oui. Comment vous voyez le rôle d'un député? Moi, je vois ça comme étant quelqu'un qui vient à l'écoute de tout le monde, qui vient en aide de n'importe quelle façon qu'on peut. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux servir. En tout premier, je veux écouter les gens, je veux les rencontrer. Je veux résoudre des problèmes. C'est ça que j'aime bien faire. J'aime bien trouver les problèmes, les résoudre et aider les gens. Donc, je pense qu'en premier lieu, c'est ça qu'il faut faire en tant que député. Oui. Et la partie, il y a une partie terrain et il y a une partie Assemblée nationale aussi. Ça, c'est les deux façons. Est-ce que, bon, là, actuellement, vous pensez vous promener sur le terrain quand même assez régulièrement d'ici le 3 octobre? Oui, quelques fois par semaine. Je pense qu'on pourrait faire ça. Vous allez combiner les études et la campagne électorale? Je vais devoir jongler travail, études et campagne, oui.
OK. Et justement, en parlant de vos études, vous étudiez actuellement au baccalauréat en études internationales et langues modernes? Oui, c'est ça. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui vous attire dans cette branche? Ben moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, mais c'est en particulier l'aspect international qui m'intéresse. Moi, j'aime bien apprendre en général, mais ça m'a toujours intéressé d'apprendre des nouvelles langues. Et, tout ce qui a un focus pas mal sur l'international, j'apprécie bien ça. La langue française, protéger la langue française davantage? Oui, certainement. Moi, comme je pense que la très grande majorité des Québécois, comme le Parti libéral, tous les partis, je suis très en faveur de protéger et de promouvoir la langue française. Parfait. Alors, Patrick Hayes, bonne campagne électorale. Donc, on va probablement se voir au débat des candidats, justement, qui est prévu le 20 septembre, normalement. Nous aurons l'occasion de se rencontrer. Alors, merci beaucoup de cet entretien, puis on vous souhaite une bonne campagne encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, Patrick Hayes, candidat pour le Parti libéral du Québec dans Portneuf. Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour lui? Ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Monsieur Bilodeau, vous comprenez que vous ne pourrez plus rester seul. On serait rendu à trouver un hébergement ou un accompagnement à la maison. Il y a aussi toutes les démarches juridiques. Ce serait important de choisir qui va vous aider à prendre les décisions pour vos finances et votre santé pour la suite, comme votre fille ou un proche. Avez-vous déjà un mandat de protection? Parce qu'il faudrait le faire en... La perte d'autonomie peut vous mettre sous pression. Consultez Juridique pour vous aider. Depuis ce lundi matin, 29 août, dans Portneuf, une trentaine d'enfants de moins de 5 ans bénéficient d'un service de garde éducatif en communauté à Saint-Raymond et à Pont-Rouge dans le cadre de 3 projets pilotes sur 3 ans. Lancé en juin dernier, le concept de service de garde éducatif en communauté vise à permettre à 2 responsables de service de garde en milieu familial maximum de louer un espace dans sa municipalité pour offrir les services aux tarifs subventionnés. Chaque responsable ne peut dépasser 6 enfants. Il s'agit d'une alternative entre la garde en milieu familial et la garde en installation. À Saint-Raymond, la ville a loué la bambinerie qui avait été aménagée dans le centre multifonctionnel. Une convention de bail pour 3 ans a été signée avec les responsables de garde Caroline Genois et Sarah Bouchard qui accueillent depuis lundi matin, en fait 12 enfants de moins de 5 ans. À Pont-Rouge, 2 groupes de 6 enfants sont installés à Place Saint-Louis, à l'Hôtel de Ville, et un autre local sera aménagé près de l'île Notre-Dame pour 6 enfants. Supervisé par le bureau coordonnateur CPE Le Kangourou, Portneuf pourrait ouvrir une centaine de places rapidement à travers les municipalités de Portneuf. Écoutons la directrice générale Nathalie Larochelle. Je voudrais ajouter que pour le territoire de Portneuf, le CPE-BC Le Kangourou a la capacité à son permis actuel d'offrir rapidement 100 nouvelles places. Et ce mode de garde en communauté, s'il crée un engouement, comme on le voit juste au cours des dernières semaines, les municipalités qui vont lever la main pour aller de l'avant, on pense que dans un délai de 8 à 12 semaines maximum, l'équipe du bureau coordonnateur peut faire en sorte que ces places-là soient déjà offertes aux parents. On invite donc les municipalités, les organismes communautaires qui ont des locaux qui se prêteraient à ce mode de garde novateur, à contacter Geneviève Ouellette, directrice adjointe du bureau coordonnateur. Il s'agit plutôt de Geneviève Leclerc et non pas Ouellette, la directrice adjointe. Le Kangourou est le premier bureau coordonnateur de la région de la capitale nationale à avoir reçu l'acceptation pour le déploiement de ces projets pilotes. Soulignons aussi que le ou la responsable de service de garde peut bénéficier d'une aide financière de 3 500 $ du ministère pour le démarrage de l'entreprise. On estime au Québec environ 500 initiatives du genre actuellement. Et il faut dire que ce concept de service
service de garde ne coûte rien à la municipalité qui ne récolte que le loyer et il n'est pas nécessaire de construire un CPE. Écoutons Francine Lessard, qui est directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, qui a porté le projet provincial auprès du ministère et du ministre de la Famille. Et même là, Mathieu Lacombe me disait t'es bonne de me convaincre, mais maintenant je suis contente de lui dire t'étais bon de m'écouter et de penser qu'on est en train justement de mettre en place au Québec des services de garde qui, d'une part, sont peu coûteux, ne demandent pas d'investissement. Vous savez que de construire un centre de la petite enfance, on parle de millions de dollars d'investissement, puis on parle d'années. On ne parle pas de semaines et de mois pour arriver à construire un centre de la petite enfance. Alors que là, on peut, en collaboration avec nos partenaires, donc avec les villes, avec les municipalités, avec des partenaires communautaires, offrir aux familles rapidement des services de garde de qualité. Le député sortant de Portneuf, Vincent Caron, a profité de l'occasion vendredi pour annoncer que 3 nouveaux projets de CPE ont été acceptés dans Portneuf et verront le jour dans les prochaines semaines et mois. 37 places seront disponibles à Deschambault-Grondines, une vingtaine de plus à Pont-Rouge et une centaine de places devraient voir le jour à Donnacona. Rappelons que le CPE Nid des Petits à Saint-Raymond pourra accueillir 39 nouvelles places et 80 places du côté de Pont-Rouge à la garderie Les Matelots dès l'an prochain. Parmi les affaires policières à Donnacona, le dimanche 28 août dernier, 2 femmes de 39 et 33 ans ont été arrêtées suite à une tentative de livraison de stupéfiants au centre de détention et un homme est toujours en fuite. Les policiers ont été avisés qu'un drone survolait près de la prison. 2 véhicules ont été localisés. 2 femmes se trouvaient à bord et ont été arrêtées. Durant les opérations, un homme a été aperçu dans le bois. Malgré une poursuite avec l'aide du maître chien sur plusieurs kilomètres, l'homme n'a pas été localisé. Les 2 femmes, une de la région de Montréal et l'autre de Portneuf, ont été libérées et pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, dont de la cocaïne. L'enquête se poursuit. À Saint-Raymond, les travaux de dragage dans la rivière Sainte-Anne au centre-ville et la mise en place des structures de retenue des glaces plus au nord se poursuivent comme prévu. Les travaux de dragage ont débuté dans la semaine du 15 août dernier. La ville de Saint-Raymond estime que les travaux et le transport des roches vers un site dédié près du garage municipal sont complétés actuellement à 75 %. 10 000 mètres cubes de galets et de sable seront extraits de la rivière. Quant aux structures de retenue des glaces, les travaux ont débuté le 23 août et consistent à installer 17 gros blocs taillés en granit sur 3 rangées dans la rivière. Chaque bloc dépassera d'environ 1,2 mètre au-dessus du lit de la rivière. Tous les travaux seront complétés d'ici la fin du mois de septembre. Ces manœuvres visent essentiellement à éviter l'accumulation du frasile au centre-ville, en plus de faciliter l'écoulement de l'eau et des glaces, visant donc à diminuer le risque d'inondation par embâcle de glace. La direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale, en collaboration avec ses partenaires communautaires, ont profité en fait de la 22e journée internationale de sensibilisation aux surdoses hier pour rendre hommage aux victimes de surdose et reconnaître l'impact et l'ampleur du deuil des familles, des amis et des intervenants touchés par chaque décès par surdose. En 2020, 37 personnes de la région de la capitale nationale sont décédées des suites d'une surdose dans des conditions très difficiles, comme l'isolement social, une contamination augmentée des drogues provenant du marché noir, de la détresse et des enjeux de santé mentale et autres. En 2021, on déplore 25 décès par surdose et qui touchent particulièrement les personnes de 25 ans et plus utilisant des drogues, hommes comme femmes, mais une plus forte proportion d'hommes. On note une incidence plus élevée dans les quartiers centraux de la ville de Québec, mais les surdoses touchent aussi les régions périphériques de Portneuf et de Charlevoix. Les décès par surdose impliquent fréquemment les opioïdes, les amphétamines, méthamphétamines, les benzodiazépines et la cocaïne. Depuis 2017, les nombres de décès impliquant les opioïdes, dont le fentanyl, sont en croissance dans la capitale nationale. Soulignons qu'un appel de projet pour un service de vérification de drogue a été lancé en juillet dernier. Ce service devrait voir le jour à l'hiver 2023 et visera à mieux informer les personnes utilisant des drogues sur ce qu'ils consomment réellement.
L'équipe du Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir qualifie l'édition 2022 d'exceptionnelle. Sous le thème « Garder la tête haute », la 18e édition du FFPE se tenait pour la première fois au mois d'août, du 10 au 14 août dernier, au lieu du printemps depuis le début de l'événement. Après avoir annulé le festival en 2020 et offert une version écourtée sur le web en 2021, le public était au rendez-vous durant les 3 jours de programmation, selon le directeur général et artistique Léo Denis Carpentier. La combinaison avec les festivités du 175e anniversaire de fondation de Saint-Casimir a été bénéfique. La cérémonie d'ouverture du Festival de films à l'Hôtel de Ville a été marquée par la poésie et le documentaire Humus de Carole Poliquin. Stéphanie Perrault, comédienne et scénariste originaire et descendante d'une famille souche de Saint-Casimir, était l'invitée d'honneur de la 18e édition. Les projections rencontres se tenaient à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir et c'est le documentaire Imarijit de Vincent Léraud et Tim Aniaviapik Soucy qui s'est mérité le prix du public, soit une bourse de 500 $. 18 kinoïtes, artistes en création cinématographique, se sont réunis à l'Hôtel Le Couvent pour réaliser des courts-métrages d'un maximum de 7 minutes en seulement 72 heures et autour du thème Saint-Casimir d'hier à aujourd'hui. Ciné-souper, essais routiers de véhicules électriques, ateliers de cuisine, conférences sur l'alimentation et le gaspillage et brunch ont complété la programmation. L'organisation annonce que la 19e édition du FFPE se tiendra du 9 au 13 août 2023 à Saint-Casimir avec le retour de la compétition internationale de films qui sera revalorisée par un volet de solidarité internationale. Pour cette 7e année, la Route des Arts et Saveurs de Portneuf retrouvera son public en présentiel les samedis et dimanches 17 et 18 septembre prochains, après 2 éditions virtuelles. L'événement, qui a pris son envol en 2013, est l'occasion de promouvoir le terroir agroalimentaire et artisanal portneuvois. 39 membres prendront part au parcours qui sillonnera la route des rivières entre Pont-Rouge et Saint-Ubalde et la route du fleuve entre Neuville et Sainte-Anne-de-la-Pérade. L'organisation propose 4 arrêts découvertes qui offriront des démonstrations artistiques et des ateliers de création alliant l'agroalimentaire, les arts visuels et métiers d'art. Une vingtaine de propositions gratuites sont au menu dans 14 des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. De plus, une navette avec guide partira de la gare du Palais à Québec et permettra de visiter Neuville, Portneuf, Deschambault, Saint-Casimir et Saint-Alban, et des arrêts sont prévus aussi pour la route des Arts et Saveurs. La soirée de lancement est prévue le 16 septembre au marché les Vendredis Saints à Saint-Casimir et soulignons que l'organisation de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf a procédé à une refonte visuelle de son image de marque. Jusqu'au 9 septembre, les policiers du Québec intensifieront leurs interventions aux abords des écoles dans le cadre de la rentrée scolaire. La présence d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et de brigadiers augmente considérablement l'achalandage sur le réseau routier. Rappelons que dans une zone scolaire, l'amende est doublée si l'infraction est commise à l'intérieur de la période précisée sur le panneau de signalisation. Et de plus, jusqu'au 5 septembre, à l'occasion de la Fête du travail, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. L'année dernière, 6 personnes ont perdu la vie lors de 5 collisions sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec lors du long congé de la Fête du travail. Le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale et ses partenaires du milieu environnemental organisent un débat non partisan sur l'environnement avec les candidats des différents partis politiques le mardi soir 27 septembre à 19h au Musée de la civilisation à Québec. Les citoyens sont invités à assister au débat portant sur les enjeux environnementaux et des solutions à la crise climatique. L'ex-député de Portneuf et président de l'Assemblée nationale du Québec, Roger Bertrand, assurera l'animation du débat qui s'inscrit dans l'initiative des débats Vire au vert, supportés par 26 organisations environnementales, dont Équiterre, qui se dérouleront partout au Québec tout au long du mois de septembre.
La 10e édition des Tours de Pont-Rouge se tiendra le dimanche 11 septembre au Parc Lyon. Les organisateurs offriront aux coureurs à pied l'événement sous sa formule originale. 5 parcours sont offerts, le 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km ou le 21,1 km. Plus de 500 coureurs sont déjà inscrits et les organisateurs sont confiants d'atteindre leur objectif de 750 coureurs pour l'édition 2022. En 2019, 750 coureurs ont sillonné les rues de Pont-Rouge. La jeune athlète de Pont-Rouge, Véronique Sanson, a accepté le titre d'ambassadrice pour la 10e édition. Et cet été, elle a récolté le 2e rang au Transpercé 100. C'est un ultra-trail de 100 km qu'elle a complété en 12h42 minutes. Plus jeune, Véronique Sanson s'est démarquée à plusieurs égards, notamment en patinage artistique, pendant près de 10 ans. Soulignons qu'à l'occasion de la 10e édition, Je cours Pont-Rouge s'est doté d'un nouveau logo. Charles Laviolette nous fait part maintenant de ses rencontres politiques cette semaine dans le contexte électoral provincial. Écoutons sa capsule. Ben moi, c'est Normand Côté. J'habite à Grondines. Moi, c'est Marie-Pierre Berrigan. J'habite à Donnacona. Moi, cette année, c'est sûr, je m'ai voté. J'ai pas honte de le dire, Québec solidaire. En sachant que, ben oui, moi, je ne serais pas au pouvoir en votant Québec solidaire. Mais j'aime mieux quand même lui donner mon vote pour qu'il y ait au moins une représentation minimum. Parce que c'est eux autres quand même qui ont les idées les plus progressistes dans le moment. La CAQ s'est revirée plus vers le centre, a été plus vers la gauche. Donc, tous ceux qui avaient voté pour la CAQ au départ se trouvent un peu démunis. Puis, je pense que le Parti conservateur est vraiment la place, l'endroit où ces gens-là vont se retrouver le plus dans leur programme et dans les politiques publiques qui leur ressemblent. La droite, pour moi, est un environnement où l'État a moins d'ingérence dans notre vie, où qu'on a plus de liberté, ou qui, contrairement à la gauche, où qu'on va beaucoup aller avec des subventions, avec des filets sociaux. Les filets sociaux existent aussi à la droite, seulement que les strates de gouvernement, la bureaucratie qui l'entoure devient plus efficace, plus efficient. Les entrepreneurs n'ont pas besoin d'aide. Les entrepreneurs ont leurs propres idées, ils ont leurs propres convictions, puis sont capables d'être responsables puis de faire leurs choses eux-mêmes. Ce qu'ils ont besoin, c'est de moins de bâtons dans les roues. Ils ont besoin de moins d'ingérence, ils ont besoin de moins de réglementation. Ben non, mais une société, là, c'est là pour prendre soin de tous ses citoyens, peu importe lesquels. Dans le monde dans lequel on vit, les personnes à faible revenu, ça n'a pas de voix. Ça n'a pas de voix. Si tu regardes les gens qui ont de la voix, il y a les syndicats, il y a les hommes d'affaires, mais les gens âgés qui sont dans la misère dans le moment, là, c'est quoi leur voix? Je vois pas en quoi demander à des gens qui gagnent des plus gros salaires de payer beaucoup plus d'impôts que les autres peut être bénéfique dans une population. Ça fait juste écœurer ceux qui vont vraiment investir puis mettre de l'énergie. C'est des gens qui ont besoin de liberté, puis c'est des gens qui vont ramener beaucoup à la société. C'est des emplois, c'est de la valeur ajoutée. Nos sociétés, là, c'est quoi qu'ils ont créé comme citoyens, comme hommes? C'est le chacun pour soi. C'est l'égoïsme. Puis la droite, c'est à ça. C'est ça qu'ils font, eux autres. C'est à ce monde-là qu'ils s'adressent. Là, présentement, les gens veulent de l'argent dans leur poche. Moi, c'est ce que je sens. L'inflation, le coût de la vie, le manque de main-d'œuvre, les gens travaillent des heures de fou, si l'argent ne leur revient pas. On paye tellement trop en impôts. Moi, je pense que le parti qui va offrir les meilleures baisses, qui va offrir les meilleurs programmes pour que les gens en aient dans leur poche, je pense que c'est vraiment là. Le pouvoir d'achat, les gens ont peur à l'inflation, ils ont peur de perdre leur maison. Au final, sur un chèque de paye, quand on paye la moitié de notre salaire et plus en impôts, en taxes, qu'est-ce qui nous revient? Moi, je pense qu'on n'a pas assez de services pour ce qu'on investit. Regarde au niveau de la santé,
Ils ne sont pas capables de régler les problèmes. Dans le moment, c'est comme une médecine de guerre qu'on a. Au niveau de l'éducation, c'est le fouillis total encore. Des écoles qui empoisonnent quasiment les enfants parce que le taux de CO2 est... Moi, localement, dans Port-Neuf, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on a un manque au niveau des enfants, oui. On a un manque au niveau des écoles. On a des écoles qui sont désuètes. On a fait des tests d'eau, des tests d'air. C'est pas parfait partout. Les gens se parlent pas. Mais quand on commence à se parler puis à se dire pourquoi toi c'est important, pourquoi moi c'est important, on finit par se trouver un terrain d'entente. Peut-être que la droite à elle seule n'est pas la meilleure solution. Peut-être que la gauche à elle seule n'est pas la meilleure solution. Mais un beau mélange des deux, ça peut y faire. Mais non, tant qu'il n'y a pas une action collective du monde, il ne se passe jamais rien. Puis la problématique là-dedans, c'est que ces gens-là, les démunis, à faible revenu, ils n'ont pas cette espèce d'entraide ou de communication que des syndicats ont, que des groupes de pression ont, tu sais. Fait que, ben non, tu sais, la situation stagne, elle reste de même, puis c'est pas prêt de changer. Fait que, tu sais, cynique, mais c'est mon groupe d'humour préféré, les cyniques. Et de ce pas, on rejoint le député sortant et candidat de la CAQ, Vincent Caron. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir, M. Beausoleil. Comment allez-vous? Très bien. Grosse journée. Absolument. Avec le chef aujourd'hui chez Tiwi, ce midi. On a eu, c'est quasiment devenu une tradition. Ben oui, c'est ça, effectivement. Le chef passe chez Tiwi, mais c'était un bon moment, on était nombreux. C'était vraiment de beaux échanges, une belle journée. Une entrevue ce matin pour la presse écrite, un aller-retour à Québec, et puis, bref, une journée bien animée, mais j'aime ça, les journées animées. Où on parlait justement de la droite et de la gauche, pas dans le reportage, mais dans la capsule de Charles. Où vous vous situez, vous, à peu près? Quand je suis rentré quand je suis arrivé de France, justement, je me situais dans ce qu'on appelle le centre. Ça peut être vague dans l'esprit de certains, mais justement, moi, et encore aujourd'hui, je trouve que notre parti, la Coalition Avenir Québec, est un parti de centre qui s'inspire, parce qu'on est une coalition, et il faut le rappeler. Donc, on a des gens qui sont issus du Parti québécois, on a des gens qui sont issus à l'origine, comme moi, du Parti libéral. Et tout ça, ça fait une belle mixité qui fait en sorte qu'on en arrive à des solutions que je vais estimer comme centristes. Là. On essaye de trouver des compromis avec, en fonction des visions des uns et des autres, ou des unes et des autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes députées au sein de notre formation. Donc tout ça, ça fait en sorte que... Vous savez, il y a des fois, moi j'entre au caucus et j'ai une idée un petit peu préconçue de comment je vais réagir et puis comment je vais aborder un projet de loi qui nous est présenté, etc. Et après discussion, j'écoute mes collègues, j'interviens, je me renseigne et parfois je sors avec une idée complètement transformée de celle que j'avais alors que j'entrais dans le caucus. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que, puis la vie c'est ça, c'est écouter les gens, c'est écouter ses collègues, pas courber les chines, apporter ses arguments. Et puis au final, on en arrive avec des résultats qui sont finalement adaptés. Et puis moi, ce que j'aime au sein de notre formation politique, c'est justement ça, là, cette mixité de députés, hommes et femmes, qui apportent leur vision. Et vraiment, je trouve que au final, on est en connexion avec ce que la population a besoin. C'est sûr qu'on rate pas, on n'atteint pas la cible à chaque fois, mais on est capable justement de se réajuster parce que l'un ou l'autre va intervenir et essayer de modifier les choses. Oui. Parlons dans la région, justement, dernièrement, s'est formé un comité, on en a parlé il y a la semaine passée, en fait, le comité Élan.
qu'on ne connaissait pas, mais qui est en vigueur, en fait, depuis le mois de janvier dernier, qui nous a quand même appris que le cheptel d'Origno était à la baisse et tout ça. Comment vous voyez ce dossier-là? Parce que c'est quand même un dossier important pour Portneuf et aussi Jacques-Cartier et la région, Capitale nationale. Absolument, vous avez raison. La chasse et la pêche, ici, c'est une tradition. C'est quasiment dans l'ADN des Portneuvois et des Portneuvoises, notamment les gens qui habitent dans les secteurs plus au nord. Moi, écoutez, j'étais interpellé sur le sujet. Je n'avais pas eu connaissance de la formation de ce comité, mais j'ai été interpellé sur ce sujet par le maire Claude Duplain, qui a sollicité auprès de moi une rencontre d'ailleurs auprès du ministre Dufour. Et c'est avec empressement que je me suis activé pour organiser cette rencontre. Et puis j'ai découvert beaucoup de choses, comme vous, possiblement lors de la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. En fait, j'ai découvert une chose, c'est que le ministère aujourd'hui fait des estimations, mais il tient compte d'une estimation qui est trop large. Finalement, cette estimation prend en considération le secteur de Charlevoix et le secteur de Portneuf. Or, le cheptel dans Charlevoix est excellent, alors que le cheptel dans Portneuf est, semble-t-il, je n'irai pas jusqu'à dire menacé, mais en tout cas, il faut y porter une attention particulière. Donc, le comité, avec Michel Terrien, avec d'autres intervenants, est venu faire des propositions au ministre et on a pris bonne note de tout ça. On a transféré aux fonctionnaires et on a demandé à ce qu'une attention particulière soit faite sur le secteur de Portneuf. Et tout à l'heure, alors qu'on était chez Tiwi, justement, Claude Duplain s'est entretenu avec M. Legault. De ce sujet-là en particulier, et M. Legault m'a demandé de m'assurer, si j'ai la chance d'être reconduit dans mes fonctions, à ce qu'on veille particulièrement à la situation, parce que c'est important à la fois pour l'équilibre faunique, mais important pour l'économie dans notre région. Et le patrimoine. Donc, aussi. Absolument. Donc, il faut... et puis, il faut écouter le milieu. En fait, on s'est rendu compte que l'estimation qui était faite actuellement était faite par des fonctionnaires, et je ne dis pas que les fonctionnaires font un mauvais travail, mais parfois, peut-être, ils vont se référer exclusivement au permis de chasse et aux résultats des prélèvements de chasse, alors qu'en réalité, sur le terrain, est-ce qu'il y a plus de... parce qu'on se rendait compte qu'il y a plus de chevreuils, par exemple, et les chevreuils mangent la nourriture qui se trouve plus au sol, donc l'orignal a de la difficulté à trouver la nourriture. Est-ce qu'il y a une surpopulation d'ours? Est-ce qu'il y a un peu plus de loups? Donc, on a demandé à avoir un portrait beaucoup plus ciblé de notre région pour avoir un bel état de situation, et on veut travailler justement avec les chasseurs en place, et puis parce que ce sont des experts, sont eux les experts, sont eux qui connaissent le terrain. Oui, tout à fait. Et même on a appris aussi que la motoneige hors piste devenait aussi une menace pour les orignaux aussi. Ce que certains appellent les zézettes. Oui, absolument, parce que... et souvent, ce sont... Et puis, je jetais la pierre à personne, on ne fera pas la chasse sorcière, mais aussi des gens qui ne pratiquent pas la chasse, donc qui ne savent pas à quel point ça peut être dommageable que de s'approcher d'un ravage d'orignal durant l'hiver, parce que ça effraie d'une part les animaux, mais ça les fatigue. Donc, il y a plusieurs domaines sur lesquels il faut intervenir, mais je vous assure qu'on a eu une rencontre qui était positive, et puis j'espère bien reprendre ce dossier si les gens de Portneuf me reconduisent dans mes fonctions. Autre dossier aussi, c'est la fermeture du Martinet Info Portneuf. Vous avez réagi, en fait, vous avez convoqué même une rencontre à ce sujet. C'est quand même un dossier important local au niveau de l'information. Perdre un média local, c'est quand même important. Comment vous voyez justement cette problématique-là? J'ai voulu être à l'initiative de ce dossier parce qu'on entend, puis surtout en période électorale, il y a plein de gens qui s'expriment, qui dénoncent des situations, mais en réalité, je me suis rendu compte en parlant avec Morgane Robitaille que personne ne voulait agir ou personne n'avait levé la main. Donc on a rassemblé un petit comité de gens qui sont proches de la communication, parce que pour moi, les médias, tels que le vôtre, ou tels que le Martinet, ou le Courrier de Portneuf, bien entendu, font partie de ce tissu dont on a besoin dans Portneuf. Pour solidifier notre ciment, on a besoin que l'information soit diffusée, et le Martinet était un des vecteurs qui permettait de véhiculer justement cette information, plus dans le nord de Portneuf, puisqu'on sait qu'il ne couvrait pas tout le territoire. Donc il fallait... En tout cas, moi, je me suis dit, je ne peux pas rester impuissant face à ça. Et je voulais vraiment
provoqué cette rencontre avant de quitter mes fonctions, parce que je ne sais pas de quoi ça sera fait le lendemain finalement, mais je voulais absolument mettre en place ce comité pour qu'une réflexion puisse au moins être amorcée. Durant la rencontre, on a abordé toutes sortes de pistes de solutions, notamment deux. Est-ce que Morgane Robitaille nous a présenté finalement la réalité économique du journal, et on sait que c'est pas viable, donc il faut forcément qu'on se tourne vers le communautaire. Deux, et je voudrais pas entrer dans les détails, mais il y a des délais qui peuvent être longs si on crée un nouvel organisme. Donc là, on s'est dit, quelqu'un a proposé autour de la table de donner un coup de main en disant moi j'ai déjà cet organisme-là qui pourrait appuyer finalement la renaissance du journal Le Martinet. Et quelqu'un de chez vous aussi a dit écoutez, nous aussi on serait à même de le faire. Donc on en est rendu là. Moi ce qui m'importe c'est qu'on se parle, pour qu'on se comprenne, et puis qu'on essaye de faire absolument quelque chose pour sauver Le Martinet, parce que je dis toujours, moi j'attendais Le Martinet comme on attend un petit peu l'hirondelle au printemps. Donc il faut absolument, c'est essentiel de préserver nos médias locaux. Oui. Santé, dans Portneuf, on a vu un peu la plateforme, justement, au niveau de la CAQ, ce que vous proposez. La capitation dans 2 ans, peut-être? Écoutez, on progresse. Moi, je vois, puis vraiment, je suis bien conscient qu'il reste beaucoup à faire, mais je vois relativement au flux d'appels que je recevais au bureau il y a encore quelques mois, et maintenant, je vois une petite évolution avec le plan qui a été présenté par Christian Dubé. Et puis la population commence à finalement assimiler les nouvelles façons de faire de la médecine. Parce qu'avant, on voulait absolument rencontrer notre médecin. Maintenant, on se rend compte que c'est pas forcément utile de rencontrer le médecin. Peut-être que le pharmacien va pouvoir intervenir efficacement. Peut-être qu'une IPS va pouvoir, un IPS va pouvoir intervenir efficacement. Donc, on est en train de voir la situation, j'allais dire, s'améliorer. Ici, dans le nord de Portneuf, on a une clinique qui est moderne, et puis on a des attraits. Visiblement, je pense que le vélo de montagne, incontestablement, a fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher quelques médecins qui se sont installés ici. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un endroit où la situation est réellement problématique actuellement, c'est dans l'ouest de Portneuf. Moi, je ne cesse... Et puis, vous savez, il y a des gens, même à la clinique dans l'ouest de Portneuf, qui disent aux gens qui appellent pour avoir un médecin, pour rencontrer un médecin, on n'en a pas, appelez le député, il va vous organiser ça. Vous savez comme moi que j'ai absolument aucun pouvoir sur l'endroit où va pouvoir s'installer un médecin. En revanche, j'offre toute mon aide et ma collaboration pour continuer d'accompagner la clinique de l'Ouest, parce qu'il faut trouver les moyens d'être attractif. Et dans la vie, là, je me suis toujours dit que se positionner en victime, c'était pas la solution. Parce qu'un jeune médecin qui sort de l'université va, bien entendu, aujourd'hui, vous savez qu'on a accès à toutes sortes d'informations. Si il va lire dans le journal et il se rend compte que tout va mal à un endroit, pensez-vous que ça puisse être incitant pour lui que d'aller s'installer là-bas? Donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Moi, j'ai toujours démontré un esprit d'ouverture. C'est sûr qu'on aurait aimé obtenir la possibilité d'avoir une dérogation pour qu'un médecin puisse venir ici, dans l'ouest de Portneuf. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'il faut renoncer et considérer que ce sera jamais possible. Moi, c'est ce que je dis. Ça peut toujours être possible. Absolument. Dès lors, chaque cas est particulier. C'est pas facile. C'est jamais facile, mais il y a des possibilités, donc il faut continuer. C'est pas parce qu'on a essuyé un échec une fois qu'il faut renoncer. Il faut continuer de travailler là-dessus, puis petit à petit les choses vont s'améliorer. Vous avez vu aujourd'hui que notre Premier ministre a justement annoncé qu'on voulait former de nouveaux médecins, qu'on voulait former de nouveaux professionnels, et puis tout ça va se mettre en place petit à petit. Ça ne se fera pas en claquant des doigts, mais j'ai bon espoir à ce qu'on puisse parvenir dans un avenir assez proche à une solution qui sera
Parce que ce qu'on recherche, là, c'est pas forcément... En tout cas, dans mon cas, moi aussi, je suis orphelin de médecin. Bon, ben, l'autre fois, j'avais un petit souci, puis j'ai été orienté vers la pharmacie, et puis la pharmacie a pu régler mon problème. En appel, vous avez appelé oui, en fait, je suis allé sur Clic Santé, et puis j'ai été réorienté vers une pharmacie, et puis... Mais c'est sûr que j'ai fait la démonstration de par l'exposé de ce que j'avais, que je n'avais pas besoin de médecin, mais c'est un professionnel qui m'a répondu, qui m'a dit non, dans votre cas, il fallait voir un pharmacien, vous allez régler ce problème-là. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, vraiment, 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 et je me mets à la place de ceux qui souffrent vraiment ou qui ont de sérieux problèmes de santé et qui ne peuvent pas rencontrer aussi facilement qu'ils le veulent un médecin. Vraiment, c'est plus que de la compassion, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. Donc, je vais continuer à travailler, mais je ne peux pas promettre aux gens que tout ça va se régler d'un simple coup de doigt. OK. Gros dossier. Autre bon dossier, défi dans Portneuf, ça serait quoi, mettons, mobilité agricole, comment... Ben écoutez, la mobilité à l'intérieur de Portneuf, aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable, et puis la démonstration est faite de manière chiffrée. Nos 2 accès au nord de Portneuf arrivent à saturation. Donc, j'en parlais encore tout à l'heure au Premier ministre, il faut absolument qu'on trouve une solution assez rapidement. Quelle sera-t-elle ? Tous les plans sont sur la table, toutes les possibilités sont sur la table. De bâtir une nouvelle route, c'est très coûteux parce qu'il faudrait bâtir un pont, il faudrait procéder à des expropriations, mais encore une fois, cette solution n'est pas complètement écartée. Mais vous parlez d'une route qui relierait... Qui réussirait à collecter une route qui amènerait plus facilement vers l'autoroute 40, qui désenclaverait finalement Pont-Rouge et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Où est-ce qu'elle se situerait? On a travaillé sur toutes sortes de plans jusque maintenant avec le MTQ, mais il faut vraiment trouver une solution à cette problématique qui est vraiment... J'étais pris, moi, hier, dans les embouteillages, et c'est jamais intéressant, notamment pour les jeunes familles qui... Ça va vite pour tout le monde. Donc, ça, c'est un des dossiers prioritaires. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, pour présenter l'ensemble de ma vision pour Portneuf, mais touristiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je veux que quand les gens sont sur l'autoroute 40, eh bien, et ressentent le besoin de mettre leur clignotant pour sortir et de se dire il faut absolument qu'on s'arrête dans Portneuf. Pour toutes sortes de raisons. On a 77 km de littoral sur le fleuve, on a de merveilleux petits quais, on a avancé déjà beaucoup dans le dossier du quai de Portneuf. Ça avance aussi? Oui, ça avance. Avec mon collègue Joël Godin qui travaille très fort aussi là-dedans. Là, on attend la session. Ah non, c'est loin d'être mort. Je peux vous assurer que c'est loin d'être mort. On attend la session du quai par le fédéral, mais ça, on commence à voir, on a même des dates maintenant de travaux qui sont prévus, etc. Donc le dossier... 22-23 ? Le dossier, je laisserai le maire de la primeur de cette nouvelle au maire, vous l'inviterez, mais vraiment ce sont des bonnes nouvelles. D'ailleurs, nous, sur le plan provincial, on a déjà approché des croisiéristes qui ont accepté d'évaluer l'opportunité de venir, d'offrir des navettes jusqu'au quai de Portneuf. Avec la côte de Beaupré. Exactement, en fait, ce serait je ne veux pas dire une copie conforme de ce qui se fait vers la côte de Beaupré, mais on s'en inspire beaucoup. D'ailleurs, d'ici quelques jours, je dois me rendre avec Mario Alain sur la côte de Beaupré pour aller constater les effets bénéfiques. Et puis, on ne fera pas un copier-coller parce que notre quai est encore plus beau. Donc, on va faire quelque chose de mieux. En l'eau profonde. Mon rêve à moi... Je vous le livre aujourd'hui, ce serait de permettre de pouvoir partir de Québec en bateau, arriver sur le quai, avoir une infrastructure hôtelière, et puis on a une belle voie de chemin de fer. Ça, c'est compliqué, mais si on pouvait ramener nos touristes vers Québec après, ça, ce serait merveilleux, ce serait une belle expérience. Imaginez longer tout le fleuve, arriver sur le tracé à la Cap-Rouge, vraiment. Mais en fait, il y a plein de projets touristiques. Alors, Vincent Caron, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup de cet entretien et puis on vous souhaite une bonne campagne électorale. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée. Après la pause, d'autres nouvelles et la conclusion de l'émission.
Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour lui? Ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Monsieur Bilodeau, vous comprenez que vous ne pourrez plus rester seul. On serait rendu à trouver un hébergement ou un accompagnement à la maison. Il y a aussi toutes les démarches juridiques. Ce serait important de choisir qui va vous aider à prendre les décisions pour vos finances et votre santé pour la suite, comme votre fille ou un proche. Avez-vous déjà un mandat de protection? Parce qu'il faudrait le faire au moins. La perte d'autonomie peut vous mettre sous pression. Consultez Juridique pour vous aider. À Saint-Raymond, l'équipe du Red Bras du Nord compte un record de 785 coureurs à vélo pour la 18e édition qui se tenait en fin de semaine dernière. 17 équipes d'au moins 4 participants ont pédalé lors du défi entreprise du vendredi. 169 jeunes ont participé au mini-bras du dimanche lors de la journée famille à travers les sentiers entourant le centre de ski à Saint-Raymond. Plus de 125 bénévoles ont donné de leur temps à l'organisation. Rappelons que le Red de Bras du Nord est dans le paysage raymondois depuis 2004. En moyenne, de 2006 à 2018, l'organisation a attiré 680 cyclistes. Après une pause forcée due à la pandémie, la 7e édition du Salon Bédène et Bambin se tiendra le samedi 17 septembre prochain à Donnacona. Cet événement dédié aux futurs parents et aux familles portnevoises qui ont les enfants d'âge préscolaire se tiendra au Centre Alliance Donali de Donnacona de 9h à 15h. L'entrée sera gratuite. Animation, jeux gonflables, spectacle de brillantine et mise en forme adaptée accompagneront une trentaine d'exposants. Le Salon Bédène et Bambin est une présentation de l'entreprise Coaching Familial à Lanterne, dirigée par Laurie Boisvert. 56 joueurs ont participé à la 2e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP, qui s'est déroulé le 25 août dernier au club de golf des Pins de Saint-Alban. Les résultats financiers ne sont pas encore complétés, mais l'organisation sait déjà qu'elle a dépassé la récolte de l'an dernier. Un chandail officiel de l'équipe de football de Concordia, autographié par le corps arrière, Olivier Roy, un boursier d'ailleurs de la FASAP, a été vendu à l'Encan au coût de 1 050 $ et acheté par Mme Mélanie Lajeunesse. Rappelons que la FASAP a pour mission d'encourager les athlètes portneuvois de la relève au niveau international par la remise de bourses d'argent. Sur la scène culturelle à Saint-Raymond, l'appel de candidature est débuté pour les artistes qui désirent exposer leurs œuvres dans la verrière de l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion en 2023. Les demandes doivent être déposées auprès d'Étienne Saint-Pierre. Au plus tard, le 4 novembre prochain, un comité de sélection analysera les candidatures reçues pour compléter la programmation 2023. Soulignons que l'exposition des œuvres de Gérard Quentin, intitulée « Les animaux et la nature », est présentée jusqu'à ce vendredi, donc demain, dans la verrière du Centre multifonctionnel. La 26e édition des Journées de la culture se déroulera les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains partout au Québec. Les artistes, artisans, travailleurs culturels, gens du milieu des affaires, de l'éducation, du communautaire, du municipal et autres ont jusqu'au 25 septembre pour s'inscrire. Initiés et orchestrés par Culture pour tous, les Journées de la culture sont 3 jours d'activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès à la population aux arts et à la culture. Culture Saint-Raymond, d'ailleurs, présentera le spectacle Pure Couture de l'humoriste Mélanie Couture au Centre multifonctionnel Roland-Dion le vendredi 28 octobre à 20h. Il s'agit d'un spectacle sans entracte qui débutera avec une première partie. Les places sont assignées et les billets sont en vente depuis le 18 août. Un petit mot pour dire que les employés col bleu et col blanc affiliés au syndicat canadien de la fonction publique de la municipalité de Saint-Ubalde ont signé une nouvelle convention collective d'une durée de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Le contrat prévoit des hausses salariales totales de 15 % en plus d'un rattrapage d'1,25 $ applicable immédiatement. Une bonification du nombre de journées pour affaires syndicales, l'amélioration des horaires de travail, la mise en place du télétravail,
L'amélioration des quantums de vacances ainsi que l'ajout de 2 journées de maladie figurent également dans la convention. Saint-Ubalde compte une dizaine d'employés col bleu et blanc et soulignons que le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Bonne semaine et on se laisse avec des images du dragage dans la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond.